épisode hors série. Comme c'est maintenant une bonne habitude, je suis en compagnie de mes deux collègues Jean-François Morissette et Frédéric Saint-Laurent pour parler des statistiques et cette fois-ci, une rétrospective de ce qui s'est passé en 2020. Donc, on a évidemment les statistiques du dernier trimestre, mais ça nous permet de regarder un peu l'ensemble de l'année et c'est ce qu'on a l'intention de faire aujourd'hui. Tout d'abord, bonjour Jean-François. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien, merci. Frédéric également, bonjour. Bonjour, ça va bien? Numéro un, pour parler de statistiques, là, on a tout ce qu'il faut. C'est sorti, c'est tout chaud, ça fait quelques jours à peine. Très intéressant. Et puis, écoutez, je peux pas faire autrement que de commencer par le point qui frappe, c'est-à-dire qu'on l'avait dit, puis c'est pas mal ça qui est arrivé, c'est-à-dire que on n'a pas obtenu notre 100 000 véhicules, mais qu'on est passé proche. La COVID est venue nous faire un seul coup. On est passé juste un peu en dessous. Frédéric, c'était pas... il en manquait pas gros. Non, ben effectivement. Ben, si ça n'aurait pas été de la COVID avec la progression qu'on avait avant, on l'aurait atteint, probablement même dépassé de quelques mille, mettons peut-être 102, 103 000. Mais étant donné la diminution de la COVID... Ben, ça ne l'a pas occasionné juste sur les véhicules électriques, ça l'a occasionné sur les véhicules, la vente des véhicules automobiles en général et finalement l'économie en général aussi. Veut pas, ça l'a tout attiré par le bas et malheureusement, on a manqué d'objectifs. On est rendu justement le nombre exact d'enregistrements en date du 31 décembre et 91 826, soit une augmentation durant la dernière année de 25 187. Ce qui est même en fait inférieur à l'augmentation de l'année passée. L'année passée, il s'en était ajouté 27 248 enregistrements de plus. Ouais. Donc, on parle d'une diminution de 7,5 % des enregistrements versus pour la vente de véhicules neufs en général, il y a eu une baisse de 18,4 %. Donc, quand on se compare, on se console, c'est quand même un peu moins. Oui. Puis il faut comprendre que la COVID a fait mal sur deux fronts, je dirais. Le premier, c'est que, bon, évidemment, quand tout est fermé, c'est difficile d'aller t'acheter quelque chose, ou en tout cas, t'es pas trop dans un mood d'aller acheter quand c'est compliqué, puis dans une période de confinement. Puis il y a également le fait que la pandémie a également changé les habitudes de travail. Beaucoup de gens, dont moi le premier, on n'a plus besoin de se déplacer. Ça remet beaucoup en question le besoin de la deuxième voiture qu'on magasinait, ou tout ça. Donc, ça a vraiment fait réfléchir d'une façon différente les deux, les façons de se déplacer. Puis, au final, ça a un impact. Et cet impact-là, on le mesure aujourd'hui quand on regarde les chiffres de l'année. Un autre élément qui s'est maintenu, voire même amélioré, c'est vers là qu'on veut aller, je pense que oui, c'est-à-dire le ratio du tout électrique versus l'hybride branchable. Jean-François, ça a bougé un peu. Ben ça bouge presque à chaque trimestre, ça augmente. Là. On est rendu à 56 % là, si j'arrondis. J'ai pas le chiffre exact sous la main. 56,2. 56,2. Puis, en fait, même si on regarde sur le trimestre, parce que là, on parle du total, mais si on regarde sur le trimestre, là, c'est presque 3 voitures sur 4 là, vendues dans les voitures hybrides rechargeables électriques qui sont toutes électriques. Là. Donc, ça continue à augmenter. Là. Puis, les meilleurs vendeurs, c'est les tout électriques. Là. On regardera ça tout à l'heure. Oui, effectivement. Donc, écoutez, on viendra sur l'impact de ce ralentissement-là de la cadence sur les objectifs qui sont quand même ambitieux pour les prochaines années, parce que rappelons qu'avant la pandémie, le gouvernement avait revu à la hausse ses objectifs pour 2026 et 2030. C'est sûr que là, ce qui vient d'arriver nous montre que il va y avoir du travail. Hein? On reste pas dans la facilité, ça c'est certain. Si on regarde maintenant au niveau de la répartition ou de l'impact que ça a eu sur les voitures, il y a des tendances là aussi qui se sont maintenues. Frédéric, on avait remarqué que la Chevrolet Volt avait ralenti, voire même stagnait. Et là, on repart sur l'autre bord, là. Effectivement, c'était immanquable. Un lent déclin commence. On s'entend, c'est pas dramatique, mais n'ayant plus de nouveaux véhicules qui arrivent, il y a des véhicules qui prennent leur retraite, d'autres qui sont morts au combat. Donc, on a eu une diminution de 137 véhicules, 137 Chevrolet Volt d'enregistrés de moins
ce trimestre-ci. Mais elle demeure quand même en première position avec 11 800 véhicules présentement sur nos routes. Mais elle est suivie de très près de la Model 3 qui en a 11 209 sur nos routes. Avec 11 209, justement, elle est très près. Et contrairement à la Volt qui n'a plus de véhicules neufs, la Model 3, il continue d'en avoir tout plein de véhicules neufs. Justement, dernier trimestre, il s'en est vendu 1170. Donc, finalement, présentement, la Model 3 fait 12,2 % de la flotte électrique, alors que la Volt en fait 12,9. En fait, si ça continue de même, je ne serais pas surpris que la Model 3 prenne la première marche du podium prochain trimestre. Oui, effectivement. Puis, je pense que c'est vers là qu'on s'en va. Hein. Je pense qu'on n'a pas... on n'est pas trop... On n'a pas besoin d'une grosse boule de cristal pour... Non, c'est pas notre pari le plus difficile, celui-là. Non, effectivement. Dans les progressions qui sont toujours là, mais qui démontrent que peut-être il y a un essoufflement. On peut parler de la Nissan Leaf, qui est une voiture très populaire avec quand même un nombre de véhicules enregistrés entre 9 000 et 10 000 véhicules, mais là, il s'en est pas vendu beaucoup dernièrement. Est-ce que c'est parce que le modèle, on sait qu'il y a quelque chose de nouveau qui s'en vient avec la Aria? Est-ce qu'on est rendu au bout du rouleau de cette voiture phare? Ben ça c'est dur à dire, Martin, comme on l'écrit dans notre article. Est-ce que c'est la demande, effectivement? Est-ce que le modèle est un peu au bout du rouleau? Est-ce que c'est l'offre? Est-ce que c'est temporaire? Est-ce que c'est des difficultés de production, des répartitions ailleurs chez Nissan? Est-ce que c'est l'Aria? Est-ce que c'est juste l'attractivité qui faiblit face aux autres modèles dans la gamme de prix, etc.? C'est toujours un peu difficile des fois de lire le marché, là. Puis... je sais pas, c'est peut-être spéculatif, mais depuis que Carlos Ghosn est parti de Nissan, on sent peut-être moins que l'électrique, c'est peut-être un petit peu moins mis de l'avant que ça l'était chez Nissan. Là, fait que peut-être qu'on fait plus tous les efforts non plus. Mais bref, ça a donné que sur le trimestre, là, on a juste ajouté 122 livres, puis environ 900 sur l'année entière. Donc, c'est vraiment... C'est 2000 il s'en est ajouté 900, il s'en est ajouté 2900 l'an dernier. Donc, c'est un ralentissement certain, assurément. Ouais, tout à fait. Il va falloir surveiller ça. Quand on regarde les voitures qui ont bien performé en 2020, je pense qu'on peut souligner le Hyundai Kona, sans trop se tromper, il y a eu au tout début, au lancement, la disponibilité n'était peut-être pas tout à fait au rendez-vous, mais à un moment donné, on dirait que ça s'est grandement amélioré, puis le nombre de véhicules qui s'est mis à se livrer a augmenté. Et là, c'est quoi? C'est tout près de 3000 Hyundai Kona en 2020. C'est quand même une belle progression. Est-ce qu'il y a d'autres véhicules qui ont eu des belles progressions comme ça, Frédéric? Au niveau des augmentations, qu'il y en avait beaucoup de vendus avant, qu'il y en avait moins de vendus avant, mais maintenant il y en a plus, je dirais le Kona est probablement celui qui se démarque le plus. Sinon, justement, je dirais qu'il y a aussi la e-Golf qui semble avoir connu un sursaut en termes de nombre absolu. C'est le nombre absolu plus petit parce qu'il n'y en a pas autant de vendus. L'année passée, il s'en est vendu 547 et cette année, il s'en est vendu 980. Donc, c'est une très grosse augmentation. J'aimerais ça dire que le e-Golf a le vent dans les voiles puis on peut s'attendre encore mieux l'année prochaine, mais j'ai le feeling que ça va être l'inverse parce que de ce que j'ai compris, ils ont probablement arrêté d'en produire ou ils en produisent à peu près plus pour justement favoriser en Europe principalement la ID3 pour l'Europe puis la ID4 qui s'en vient ici au courant de l'année prochaine. L'année prochaine, de 2021. Ouais. Sinon, il y a 2 nouveaux modèles aussi qui sont arrivés et qui ont fait de très bonnes ventes. C'est la Model Y de Tesla et le RAV4 Prime de Toyota. La Model Y s'en est vendu 959. Les deux, c'est en à peu près 6 mois. Donc, 959 en à peu près 6 mois pour la Model Y et 869 pour la RAV4 Prime de Toyota. Je voudrais peut-être souligner, Martin, aussi la Chevrolet Bolt. C'est pas une énorme différence par rapport à l'année passée, mais c'est notre deuxième plus grosse progression de l'année après le Model 3. Là. Presque 3000, 2996 enregistrements de plus. C'était 2768 l'an dernier, donc elle a amélioré encore sa performance. Donc, voilà un modèle pour lequel la disponibilité est bonne, mais il s'en vend. Okay. Ouais,
je dirais le petit côté, le lapin de Energizer là, qui continue going and going and going. Ouais. Ça fait vraiment plusieurs années qu'elle ne va pas vite, mais elle va pas vite, elle va quand même à une bonne vitesse, mais surtout qu'elle est régulière. C'est à peu près justement un 2000 par année, plus ou moins depuis quasiment 3 ans. C'est une autre voiture qui a été caractérisée par sa disponibilité. Hein? Je reviens tout le temps à ce point-là, mais quand une voiture a du potentiel et qu'elle est disponible, ben, elle trouve preneur. On n'en démarre pas. Là. C'est tout le temps comme ça. Puis, ben, Bolt, il y en a chez les concessionnaires. Puis, la voiture a quand même bonne presse. Donc, elle n'est pas parfaite comme toutes les voitures, mais elle a quand même bonne presse, toute proportion gardée. Ce qui fait qu'elle se vend. Puis, les chiffres sont là pour en témoigner. Autre chose sur les véhicules comme tels où on passe aux régions? Au niveau des véhicules, si on regarde vite, il y a. Je trouve ça une coïncidence plutôt comique. C'est à se demander si c'est une coïncidence ou il n'y a pas quelque chose d'arrangé avec le gars des vues là-dedans, mais ça fait 2 années de suite que la Clarity s'en ajoute 584 exactement. Donc l'année passée en 2019 et cette année en 2020. Je parlerai peut-être des marques rapidement. Chevrolet avec sa Bolt dont on vient de parler. Puis avec la Volt qui avait historiquement une grosse place, demeure la marque la plus populaire dans le pourcentage des voitures électriques sur nos routes. Tesla s'approche, par exemple, parce que le Model 3 vend beaucoup, la Y commence à vendre beaucoup, même si la X puis la S ont pas mal ralenti. Hyundai vient de prendre la 3e place. On voit le Kona dont on a parlé, puis les 2 versions de la Ioniq se vendent bien aussi. Toyota est rendu 4e, puis ça fait que Nissan, justement, qui offre juste un modèle, la Leaf, qui est en perte de vitesse, qui a historiquement été 2e, puis 3e, subitement passé à la 5e place là, dans les enregistrements. Donc, les joueurs changent aussi. Ça ne veut pas dire que les premiers sur le marché vont être ceux qui vont dominer. Là. Il y a beaucoup d'activités dans le domaine des voitures électriques, puis ben, on le voit au Québec aussi. Là. Fait que c'est pas juste une histoire de ceux qui ont juste un modèle, là, ben, ça commence à être limité un peu comme offre. Oui, effectivement. Maintenant, si on fait le saut sur les régions, le premier point peut-être à discuter avec vous, messieurs, c'est nos grosses régions comme l'Anaudière, la Montérégie, qui a toujours eu là, un nombre de pourcentage de véhicules électriques assez élevé si on compare aux autres. Là, on commence à approcher dangereusement la barre du 2%. Est-ce qu'on va avoir ça? Est-ce qu'on va franchir cette barre-là bientôt, selon toi, Frédéric? Oh, selon moi, si les ventes sont moindrement respectables cet hiver, on pourrait l'atteindre dès le prochain trimestre. Là. Ou sinon être extrêmement proche. Surtout pour l'Anaudière, qui est la première, suivie de très près par la Montérégie. Parlant de très près, justement, ça fait déjà, on l'observe clairement depuis un an, puis on avait des doutes depuis un peu plus qu'un an, mais la Montérégie se rapproche graduellement pas vite de l'Anaudière. On pourrait détrôner notre championne l'Anaudière qui est là depuis presque les tout débuts, pourrait céder sa place à la Montérégie, qui l'eût cru. Oui, ben en fait, justement, l'Anaudière est à première position depuis le 30 septembre 2015, donc c'est quasiment 6 ans. Là. Ben non, même, excusez, c'est plus que 6 ans. Donc, effectivement, elle était championne depuis longtemps. Puis, bon, comme on disait, justement, nos 2 premières, ça y va souvent par paire. Après ça, il y a l'Estrie puis Laval, justement, qui se font une chaude lutte depuis longtemps. Et la chaude lutte pourrait difficilement être plus chaude. On est obligé d'aller au 2e décimal près pour réussir à avoir une différence entre les deux. L'Estrie est à 1,68% de sa flotte. Non, à la 3e décimale, excusez. L'Estrie est à 1,681 et Laval est à 1,679. Parce que si on fait des arrondis, les deux se ramassent à 1,68. Donc, on va voir comment que ça va évoluer, mais c'est très chaud à ce niveau-là. Comme d'habitude, on a les Laurentides qui sont tout seuls entre l'Estrie-Laval et Montréal, puis la capitale nationale. Ouais. Et justement, à Montréal, la capitale nationale, Montréal est en ce moment à 1,37, la capitale nationale 1,31. Il y a eu un petit ralentissement au niveau de la capitale nationale. Il y a eu certains modèles qui ont eu une progression un peu plus lente dans la capitale nationale ce trimestre-ci. Puis étrangement, c'est des modèles qui avaient ralenti, qui avaient beaucoup, selon nos hypothèses, remisé lors de la première vague. Donc, il y a eu peut-être des petits remisages dans la capitale nationale là, qui camouflent la progression un peu. Pas beaucoup, mais un petit peu. Jean-François, toi, ton impression sur ces chiffres-là?
Moi, je m'amuse toujours à regarder, effectivement, comme Frédéric disait, on dirait que ça vient par paire. Là. On a des régions, là, la capitale nationale avec Montréal, puis après ça, on a le centre du Québec puis la Mauricie, là, les deux régions jumelles là, de part et d'autre du fleuve. Eux autres aussi sont à quasi-égalité, ils s'échangent toujours la première place. Puis juste derrière eux, là, il y a l'Outaouais qui... Ça, l'Outaouais, pour moi, c'est un peu un mystère parce que c'est quand même une région avec une grande ville, là, Gatineau. Puis il y avait un retard là, sur les autres régions plus urbanisées du Québec. Mais là, cette année, on va les voir arriver là, au 1%. Là, sont à 0,982. Donc, tranquillement, là, on a probablement le Bas-Saint-Laurent aussi, puis peut-être le Chaudière-Appalaches. Je ne sais pas, il y a quelques régions qui vont arriver peut-être au 1% là, à la fin 2021. En plus de ceux qu'on a mentionnés qui vont dépasser là, le 2%. Donc, ça paraît peut-être des petits chiffres, mais rappelez-vous, toutes les voitures à essence, tous les camions à essence, tout ce qu'il y a à électrifier, là, donc ça prend du temps à remplacer là, des flottes au complet. Ouais. Là, donc, c'est intéressant de commencer à voir que c'est non négligeable. Non, effectivement. Je tiens aussi à dire que nos comparatifs, quand on décompte l'ensemble de tous les véhicules pour faire notre comparaison avec les véhicules électriques, ça compte les motoneiges, les motocyclettes, les motomarines, ça compte tout ce qui a un moteur à essence, peut-être à part qui a besoin d'être immatriculé. Donc, pas les souffleuses, ni les tailles bordures, mais tout ce qui a une immatriculation, on les compte dedans. Donc, effectivement, ça fait beaucoup de véhicules à remplacer. Puis, il y a des segments qui ne sont pas encore effectivement très électrifiés. Ça va s'en venir dans les prochaines années. On va suivre ça, mais pour l'instant, c'est plus le véhicule léger, même la voiture, là, pas beaucoup, même les camions légers encore. Si ça change. On se fait toujours, messieurs, on fait toujours attention de bien expliquer que dans les statistiques, on parle des régions, on parle aussi des villes, puis des fois, les résultats sont différents entre les deux. C'est-à-dire qu'une région peut avoir un pourcentage d'électrification moyen, voire même bas, alors qu'une ville à l'intérieur de cette région-là peut avoir un pourcentage d'électrification qui est très élevé. Même dans certains cas, on l'avait déjà vu avec Rawdon, là, presque anormalement élevé si on compare avec le reste des autres régions. On a encore ce phénomène-là quand on regarde plus particulièrement les villes. Puis il n'y a pas de surprise là. C'est des villes généralement qui sont à une distance où c'est intéressant d'avoir une voiture électrique, mais en même temps qui sont des villes où les gens sont en moyen dans cette ville-là. Donc c'est peut-être un petit peu plus facile d'augmenter. Non pas que faut être riche pour avoir une auto électrique, mais disons que quand tu as plus d'argent, c'est plus facile d'en avoir une rapidement. Des villes comme Saint-Lambert, par exemple, ou Saint-Bruno de Montarville en Montérégie. On dirait que la Montérégie allait bien, mais c'est des villes qui, leurs chiffres sont nettement en haut des chiffres de la région comme telle, Frédéric. Effectivement. Aussi, on fait juste peut-être un petit retour historique. Certains qui remarquent vraiment nos chiffres, surtout dans l'article, parce que quand on n'est pas pour tout énumérer les chiffres en ce moment dans l'entrevue, mais si on compare les chiffres du dernier trimestre versus les chiffres de ce trimestre-ci, il y a peut-être certains changements qui s'expliquent par le fait qu'il y avait une petite information cachée dans parce qu'on va chercher les enregistrements de tous les véhicules, puis il y avait la ville. Il était comme caché de façon subtile dans les données, ce qui fait que pour les données de ville, on faisait une interpolation. Maintenant, on utilise vraiment les vrais enregistrements des villes, donc les résultats sont un peu plus fiables qu'ils l'étaient avant. Puis comme disait Martin, si on regarde Saint-Lambert, justement, à Montérégie, qui est à 3,81. Fait que finalement, c'est à toute fin pratique 2 fois plus que la région qui est à 1,91. Et similaire, il y en a beaucoup en première place qui étaient Saint-Bruno de Montarville à 3,61 et Mont-Saint-Hilaire à 3,57. Mais finalement, nos villes avec le plus de véhicules électriques, c'est tout, je dirais à peu près entre 3,5, un petit peu en bas, jusqu'à 3,8 en ce moment, là, notre top 10. Okay. Ce qui est environ, effectivement, un peu plus que 2 fois plus souvent que les régions respectives. Là. Donc, c'est eux qui tirent les chiffres vers le haut, là, puis qui mènent le train un peu. Là. Comme je dis toujours, allez vous amuser. Là, on ne va pas se mettre à vous parler de toutes les villes, toutes les régions, mais on peut tout sortir sur nos graphiques interactifs. Donc, ceux qui s'intéressent ou des journalistes qui veulent faire des reportages, n'hésitez pas à nous poser des questions non plus. On va vous sortir les données qu'il vous faut.
Excellent. Oui, puis vous prenez le temps d'aller jouer avec les graphiques interactifs. Là, vous allez voir, c'est pas compliqué. C'est relativement simple. On peut filtrer les régions, les villes, les véhicules. En tout cas, on peut faire sortir vraiment des graphiques qui vont répondre aux besoins qu'on a. Je pense que la plupart des gens vont être capables. C'est comme le disait si bien Jean-François, si jamais vous avez de la difficulté ou encore que l'information que vous cherchez semble pas ressortir dans les graphiques là, en nous posant des questions. Les données, les coordonnées sont toujours données de toute façon dans le podcast et vous les avez également sur nos pages de statistiques. Là. Écrivez-nous, puis on va essayer de vous donner les informations. Évidemment, si on les a, on n'a pas accès à certains types d'informations qu'on n'a pas, mais ce qu'on a, on est capable. Jean-François et Frédéric là, font un excellent travail de statisticiens là-dessus. On va vous sortir des chiffres. Il n'y a pas de crête là. Si on regarde maintenant brièvement la progression au niveau des bornes de recharge maintenant, les statistiques en tiennent toujours, l'infographie en tient toujours compte. On a eu encore une fois cette année une belle progression. Jean-François, qu'est-ce que ça donne? Les bornes 240 volts, je sais que les gens souvent parlent beaucoup des bornes de recharge rapides, là, c'est ça qui est visible, mais les bornes 240 volts... encore une très belle progression cette année, là. Plus 966 répertoriés. Là. C'est pas exhaustif, là, mais on attrape la majorité. Donc, on partait de 4800 à 5800, là, donc à peu près 20 % de progression encore, là, ce qui est assez énorme. Là. Je pense pas qu'on ait vu 20 % de progression de pompe à essence sur le territoire récemment. J'espère. Les BRCC, encore une belle année aussi. Là. On a plus, Martin, tu connais le dossier, mais on a plus 140 BRCC sur le territoire pour l'année. On partait de 396 à 536, donc ça, c'est pratiquement 35 %, 40 % de progression. C'est énorme. Donc, c'est juste toujours de plus en plus facile de rouler électrique. Tesla ont ralenti, par exemple. Cette année, ça n'a pas été une année faste pour les installations de Supercharger. J'imagine que la COVID a peut-être changé leur plan, puis des difficultés administratives que j'ignore, mais on a juste un supercharger au net là, qui s'est ajouté. Il y a plus 8 emplacements de recharge là, pour Tesla. Mais c'en est un qui était très entendu, c'est celui de Chicoutimi qui a ouvert, je pense, en février 2020, justement, là, au début de l'année. Il a été le bienvenu dans le coin qui est arrivé. Puis pour ce qui est de l'année... En tout cas, excusez-vous, encore de l'année prochaine. Pour cette année, il en annonce à plusieurs endroits au Québec. Puis il y en a plusieurs qui sont annoncés pour le deuxième trimestre. Donc, au début de l'année. Donc, j'assume que c'est dans leur plan de façon sérieuse. Donc, on pourrait s'attendre cette année à en avoir un peu plus arrivé. Oui, ça serait logique, là, je pense. Il y a également plein d'autres réseaux qui arrivent, qui commencent à s'implanter ou qui annoncent qu'ils vont s'implanter. Dans certains cas, ils ont commencé. Hein, c'est modeste, mais c'est démarré. Donc, on peut s'attendre effectivement avec les plans du gouvernement d'électrification. Là, disons que la vague est bonne, donc ça devrait donner un coup de main à ce niveau-là sans trop de problèmes. Messieurs, évidemment, avant de terminer, 2021 est débuté, hein? Donc on entend parler et on voit de plus en plus les annonces, les nouveaux modèles qui vont arriver sur les routes très fort probablement cette année. En tout cas, certains sont clairement annoncés pour cette année. À quoi peut-on s'attendre en 2021 en termes de répartition ou de nouveaux véhicules qui pourraient changer la donne au niveau de leur popularité auprès des consommateurs québécois? Frédéric? Il y en a vraiment plusieurs. En fait, si on regarde la liste, je ne serais pas surpris qu'il y en a quasiment un bon 15 facilement, ceux qui sont officiellement annoncés, plus certains qui sont peut-être des modèles un peu moins populaires en termes de nombre. Si on regarde ceux qui font clairement beaucoup parler puis qu'on sait qu'ils s'en viennent avec assez de certitude, il y a la Volkswagen ID4 qui s'en vient, qui est dans le segment justement des multisegments, qui est un segment très populaire. Donc, si les nombres sont là, je suis certain qu'il va bien se vendre, surtout que les prix annoncés sont très raisonnables. Puis en fait, même, je pense qu'il serait officiellement admissible aux 2 subventions. Donc, ça risque de partir très, très bien si les nombres sont là, si l'inventaire est disponible. Il y a aussi la Ford Mustang Mach-E, qui est une fois de plus dans le même segment. Il commence à être livré déjà, ouais. Oui, c'est ça. Peut-être un petit peu plus cher, puis si je ne me trompe pas, elle n'est pas admissible au rabais fédéral, mais elle a le nom Mustang.
Donc, ça vaut la peine juste pour ça. Non. Ben, les amateurs de la marque, il y en a qui sont fiers d'avoir le nom Mustang sur leur voiture, même si pour plusieurs, cette voiture-là n'a de Mustang que le nom. Jusqu'à temps qu'elle voie accélérer. Ouais. Et il y a aussi, on parlait de la Aria. Je ne suis pas sûr, je pense que c'est plus dans la fin de l'année qu'elle risquerait de faire son apparition si elle est disponible. Mais c'est quand même une voiture très attendue. Petit détail, justement, on parlait de borne de recharge. Justement, la Aria de Nissan va être le premier modèle de Nissan. Finalement, la Leaf était la dernière avec l'adaptateur, le connecteur CHAdeMO. Et la Aria va passer au CCS comme la très grande majorité des véhicules électriques en ce moment aussi. Ça sent la fin pour le CHAdeMO. Là. Si on a des auditeurs en Amérique du Nord. En Amérique du Nord, en tout cas, oui. S'il y en a qui s'apprêtaient à investir là, dans une compagnie qui fabrique des connecteurs CHAdeMO, peut-être revoir un peu vos plans d'investissement à long terme. Puis ça. Sinon aussi, il y a la Polestar 2 qui est censée commencer à être livrée d'ici peu. Ou en tout cas, du moins, si on regarde sur leur site, ils donnent des délais de livraison de peut-être 1 mois ou 2 ou très courts. Donc, on peut assumer que la Polestar 2 devrait arriver bientôt. Au niveau des marques, il y a la Mazda MX-30 PHEV qui serait disponible. Maintenant, est-ce qu'elle va être disponible? Ça va être quoi l'intérêt envers? On va voir. Et si on regarde dans un segment qui n'est pas encore adressé dans l'électrique, qui est censé avoir le Rivian avec son pick-up, qui est censé arriver quand, en combien de nombre, ça reste à voir. Mais s'il arrive, il s'aligne pour être le premier à arriver officiellement avec un pick-up 100% électrique. Oui, ça pourrait être une belle... S'ils sont les premiers, en tout cas, à arriver avec ce modèle de pick-up électrique, ça pourrait susciter un bel engouement pour ceux qui veulent quelque chose d'un peu plus traditionnel dans le look que d'attendre le Cybertruck, qui, lui, risque peu, voire pas d'arriver en 2021, mais quand même, on va pouvoir s'en reparler pour 2022 très fort probablement. Il y a également toute la gamme de Mercedes EQC, EQS qui devrait... espérons-le, apparaître cette année sur nos routes. C'est quand même on a quand même nommé là, des modèles qui risquent en tout cas, de susciter suffisamment d'intérêt pour se hisser dans les nouvelles ventes, là, assez haut dans le peloton pour qu'on les voie apparaître dans les statistiques. La Volkswagen, s'il y en a en nombre suffisant, comme tu disais, Frédéric, très certainement. La Ford Mustang, ça se vend déjà très bien, même si c'est pas éligible aux 2 subventions. On voit qu'il y en a de plus en plus sur les réseaux sociaux qui sont fiers d'annoncer qu'ils ont pris possession de leur toute nouvelle Mach-E. Pour moi, le gros point d'interrogation, c'est la Aria. L'annonce de Nissan ainsi que les caractéristiques annoncées pour ce véhicule-là le rendent beaucoup plus intéressant que la précédente Leaf. Par contre, reste à voir si j'oserais appeler le dommage fait par le retard technologique de Nissan dans les dernières années avec les nouveaux modèles qui ont vraiment pris beaucoup plus d'ampleur au niveau de l'intérêt public puis de place médiatique. J'espère que Nissan va être capable de retirer son épingle du jeu. Ils ont peut-être un peu tardé au niveau des nouveautés avec tout ce qui est la déferlante de nouveaux modèles sur le marché. Là, je pense que ça leur a fait perdre un peu les gens ont tendance à oublier Nissan un peu, puis c'est dommage, je trouve, parce qu'il y avait quand même ils arrivent quand même avec un modèle qui est très intéressant avec l'Aria, avec beaucoup de lacunes qu'on reprochait dans la livre qui vont être corrigées dans ce nouveau modèle-là. Jean-François, si on te demande ton mot de la fin, comment tu vois ça? OK. Une chose que je constate, c'est qu'en 2020, je pense qu'un peu par hasard, où il y a eu la COVID, mais il n'y a pas eu tant de nouveaux modèles non plus là, sur notre marché. Donc, 2021 s'annonce beaucoup plus riche là, de ce côté-là. Donc, plus de diversité, plus de voitures électriques modernes là, qui peuvent aller chercher des nouveaux acheteurs. Donc, je pense que ça va être assez intéressant à suivre. Il ne faudrait quand même pas oublier de mentionner le RAV4 Prime là, qui a été ici environ 6 mois. Donc, ça va continuer à être un joueur important sur le marché. Je sais qu'il y a beaucoup de demandes puis Toyota livre un peu au compte-gouttes, mais ça reste que c'est un joueur important dans ceux qui veulent en rester encore dans l'hybride rechargeable. Puis dans le tout électrique, là, il y a Tesla aussi avec son modèle Y. Là, ça fait juste 6 mois qu'il est arrivé aussi. Puis là, le modèle Standard Range, là, donc à plus petite autonomie, donc
moins cher va arriver sur le marché, il va être admissible aux subventions. Je ne sais pas, c'est peut-être pas confirmé pour le fédéral, mais au moins le provincial. Donc, ça aussi, c'est un modèle qui va encore prendre la place là, sur nos routes. Donc la compétition s'annonce plus féroce cette année, mais c'est pour que le consommateur soit gagnant. Là. Donc, je pense qu'en 2021, moi, je parie qu'on va augmenter nos ventes là, sensiblement en 2021. Frédéric, ton mot de la fin? En fait, justement, j'espère moi aussi qu'on va réussir à les augmenter parce qu'il faut qu'on rattrape notre retard. Ça, on regarde que notre prochain objectif est 600 000 en 2026. Ouais. Il ne faudra pas tarder. Justement, je pense Jean-François avait calculé qu'on a besoin d'une progression d'à peu près 37% pour réussir à se rendre par année, c'est ça? Oui, 37% par année. Puis après ça, là, on peut rebaisser là, à peu près à 25-26% jusqu'en 2030. Là. Donc, idéalement, on aurait une progression encore plus grande. Là. Moi, je souhaite qu'on batte les objectifs puis qu'on électrifie encore plus vite la flotte. Mais ça ne me semble pas des chiffres insurmontables si on continue à déployer nos réseaux de bornes puis qu'on a des nouveaux modèles qui arrivent régulièrement. Là. Il y a des éléments aussi de pression extérieurs qui vont venir jouer. Je me rappelle qu'il y a 2 semaines ou 3 semaines avec notre collègue au podcast, Cédric Ingrand en France, eux vivent un phénomène, c'est qu'il y a certaines villes qui ont annoncé qu'ils bannissaient les voitures au diesel dans quelques années. Donc, on parle pas là, du pays, on parle vraiment de villes, mais ça change pas que quand tu restes ou que tu travailles dans ces villes-là, tu es impacté par ça. Et là, ce qu'ils vivent, c'est que les gens n'osent pas acheter de voiture à essence parce qu'ils ont peur de rester pris ou que la voiture perde trop de valeur compte tenu de l'interdiction de cette voiture-là dans quelques années. Donc, quand c'est loin, quand c'est dans 15 ans, 20 ans, bah, tu as le temps. Quand c'est dans 5 ans, 6 ans, tu dis j'achète mon auto, je vais la revendre dans 5 ans. Qui va me l'acheter, sachant qu'il ne pourra plus l'utiliser? Donc là, les gens font le saut tout de suite vers l'électrique pour ne pas être pris avec des voitures essence. Et eux, ça leur a donné, là, cette annonce-là a eu un impact majeur sur l'augmentation des ventes de véhicules électriques qui ont explosé avec l'arrivée de ces lois-là, qui sont des lois de ville, de grandes villes, mais qui rendent le consommateur inquiet de s'approvisionner en voiture à essence ou au diesel particulièrement là-bas et avoir peur de rester pris avec, même si elles ne seront pas interdites, ça va être interdit de rouler avec dans les grandes villes. Donc, je fais quoi? Je prends pas de chance puis j'achète tout de suite de l'électrique. On va voir si ce qui nous est annoncé pour 2035, on va probablement voir ce genre de phénomène-là, nous, plus aux alentours de 2030, du moins j'imagine, là, mais on a encore quelques années avant de se rendre là. Messieurs, Jean-François Morissette, Frédéric Saint-Laurent, merci encore pour votre travail phénoménal. Il est surtout l'analyse. Donner des chiffres, je le dis souvent, mais ça reste que c'est vrai. C'est assez facile de prendre des chiffres puis de les publier. Ce qui est plus difficile, c'est de les faire parler, de les analyser, de les interpréter puis de tirer des conclusions. Et vous le faites merveilleusement bien. Donc, merci beaucoup, messieurs. Merci, Martin. Merci, Frédéric. À la prochaine. Épisode hors série.